très heureuse de vous savoir nombreux connectés sur Congo Mikili. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma consoeur Gudile Bisingo. Bonjour Gudile. Bonjour Starling. Avec Gudile, nous allons faire la chronique de l'actualité face à Fumutoto qui est un penseur politique. Bonjour Fumutoto. Bonjour madame. Alors Fumutoto, il faudra-t-il dire que la RDC devient aujourd'hui un centre de théâtre de rébellion et les Congolais se résument actuellement à répondre le son des Sociens. John Chibangu, colonel au sein de FARDC, a fait défection et est aujourd'hui à la tête d'une rébellion réclamant la vérité des urnes. Pourquoi les Congolais se résument-ils toujours à une certaine rébellion? Il faut d'abord savoir, madame, qu'à un moment de l'histoire, les Congolais qui faisaient des rébellions ont cru à la démocratie. Et par démocratie, nous attendons que le Congolais avait cru à l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Maintenant que le régime en place est en train de couper tout espoir d'un peuple en ce qui concerne la démocratie, en organisant ce débâcle électoral, ce n'est pas encore étonnant que les gens choisissent de moyens de faire pour arriver au pouvoir. Ça, c'est première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut constater, lorsque nous avons un régime, c'est-à-dire Joseph Kabila et sa suite, qui disent que non, il y a maintenant ce qu'on appelle la mutinerie. Oh, la mutinerie, on appelait M23 le mutin. La mutinerie signifie simplement qu'il y a un régime qui ne maîtrise pas le contrôle des effectifs militaires. Alors, ce désordre-là est une preuve pour qu'il y ait désormais de mutineries en répétition. C'est pour vous dire qu'il y a des causes. Lorsque le pays est mal géré et que lorsque ensuite il n'y a plus foi à la démocratie, donc les voies de fait sont là propices pour que les gens récupèrent le pouvoir. Et vous savez très bien que Kabila n'écoute que le langage des armes. Nous sommes allés aux élections en 2006. Mais vous avez vu que l'opposition était en train de déplorer les conditions dans lesquelles les élections étaient réalisées. La société civile, nous la troisième voie également. Kabila n'écoute jamais les gens qui parlent sans les armes. Il est allé faire Amani 1, Amani 2, 2007 avec les rebelles. Et le CNDP est devenu un parti politique. Il a donné des grades et postes militaires aux gens qui n'étaient même pas dans le processus électoral qui était engagé entre 2006 et 2011. Aujourd'hui, on a fini par comprendre que Kabila n'écoute que la force des armes. Voilà pourquoi ceux qui comprennent, qui peuvent aussi faire la guerre avec lui, ils utilisent les armes. Nous, la troisième voie, nous ne sommes ni pour ces gens, ni contre ces gens, mais nous voulons qu'il y ait la démocratie et qu'il y ait un pouvoir qui respecte et qui gère en faveur de la population. Fumutoto, dans le même registre, parlons de Roger Lumbala qui se voit cité dans la rébellion et selon certaines sources, il aurait adressé ou téléchargé un document dans lequel il adresserait sa démission de l'hémicycle du Palais du Peuple et soutiendrait John Chibangu dans sa rébellion dénommée La vérité des urnes. Et comment faites-vous cette lecture de fait? Madame, la situation Roger Lumbala, nous pouvons au niveau de la troisième voie dresser des lectures. Premièrement, vous savez dans quelles conditions le régime actuel a organisé les élections. Je vous cite le président Kabila qui a dit qu'il a gagné les élections et qu'il y a eu des irrégularités. Ça veut dire qu'il est devenu chef de l'État, pas des élections organisées en dehors des normes. C'est une provocation et c'est un moyen d'exciter les gens à croire à autre chose en dehors du processus électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le pasteur Ngoï Mulunda a reconnu du haut de la tribune de l'Assemblée nationale qu'il a organisé un chaos électoral. Et donc, nous autres, nous avons perdu les élections à cause de ce chaos électoral. Nous autres, nous avons perdu les élections à cause de ces irrégularités. Allez-y comprendre. Lumbala aujourd'hui député, mais ex-seigneur de guerre. Et lorsqu'il ne voit plus que la démocratie et les élections rassurent, étant homme politique, vous voulez qu'il fasse quoi? En ce moment-là, si aujourd'hui, Lumbala qui était rebelle et qui a cessé de chercher le pouvoir par les armes, ayant crié à la démocratie, qui rentre aujourd'hui pour devenir rebelle, la faute c'est pas à Lumbala, la faute d'abord à Kabila qui a organisé ce débâcle électoral qui ne donne plus la confiance électorale aux Congolais. Ça c'est la première chose. Quand Tshisekedi s'est dit de posséder de son pouvoir et que si Tshisekedi était un ancien rebelle, vous pensez qu'il devait chercher quel moyen pour récupérer son impérialisme? On était avec vous ici. Vous avez vu, nous sommes allés voter sans les chars. Mais dans quelle atmosphère nous avons connu la publication du vainqueur?
C'est aux milliers de chars qui sillonnaient la ville de Kinshasa. Le président Kabila a déjà montré aux Congolais que lui-même n'a pas foi aux élections libres et crédibles. Il a foi aux armes, il a foi aux rébellions. Et comme les José Lumbala ont déjà osé avec les rébellions et qu'ils ont trouvé que ce pouvoir, non seulement qu'il est capable de mater une rébellion, mais plus qu'il est capable de négocier seulement avec ceux qui tiennent les armes. Et donc si Roger Lumbala redevient aujourd'hui rebelle, lui-même il avait annoncé au cours d'une émission qu'il était un rebelle et qu'on doit tenir compte de cette donne. Aujourd'hui, la troisième voie ne soutient pas Roger Lumbala et la troisième voie ne soutient pas non plus le régime qui impose son système avec la force des armes et qui empêcherait aux autres de prendre les armes. Donc c'est dans cette logique-là que Kabila est en train d'imprimer la démocratie au Congo. Et je crois qu'il a été démontré par les penseurs que la loi de la force finit toujours par affronter la force. Et donc, pour avoir organisé le débâcle électoral et pour avoir proclamé la victoire de Kabila au sein de chars, c'était une communication politique en disant aux gens, vous qui parlez par bouche, nous ne vous écoutons pas. Vous avez vu Matata Mponyo récemment nommé. Il n'est pas allé dans le Bas-Congo, il n'est pas allé dans le Bandung, il est allé où? Il est allé dans le nord et sud Kivu pour écouter les autorités coutumières des places où il y a des guerres. Donc le régime a montré sa compréhension de la politique, c'est la force, c'est la conception belliqueuse de la vie politique. Donc, et en plus il faut préciser, par rapport au processus démocratique, il y a aussi des politiciens qui ne vont plus survivre. Parce qu'il y a des gens qui sont venus en politique avec les armes, avec l'argent, sans idée ni vision. Ces politiciens-là, et même aussi, on perd de la démocratie, même si réellement les élections étaient bien organisées. Alors que dans d'autres cieux, ce sont les hommes qui ont des idées puissantes et qui ont une conscience nationale plus élevée qui font la politique, bien entendu, soutenue par ceux qui ont des moyens. Mais ici, la plupart des politiciens de l'opposition du pouvoir n'ont pas d'idées politiques, n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision. Et chaque fois qu'ils trouvent que par les armes, ils peuvent finalement arriver au pouvoir, ils ne peuvent que le faire. Donc, de toutes les façons, il faut aussi ajouter qu'on ne peut pas dire que Lumbala devient rebelle ou traître seulement par le fait d'arriver au Rwanda, à Burundi, tout ça. Non. Mais si le fait de fouler ces pays, on devient traître. Alors le premier traître serait Kabila qui ne cesse d'y aller. Alors, Fumutoto, l'actualité, c'est aussi le sommet de Kampala 2 sur la CIRGL. Alors, Joseph Kabila, chef de l'État congolais, a répondu présent, tandis que son homologue rwandais, Paul Kagame, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Comment jugez-vous cette réticence de la part du Rwanda? Pour nous, la troisième voie, le comportement de Kagame est à la fois positif et négatif. Positif parce que Kagame sait qu'il est le parrain de ce régime. Kagame sait qu'il y a un problème de leadership, absence de leadership ici. Le ministre des Affaires étrangères, non, de la Défense rwandaise a déclaré qu'ici il y a un problème, il y a absence de leadership. Et c'est là vrai, parce que le ministre porte-parole du gouvernement lui-même a montré que le Rwanda est capable d'entrer ici quand tu le veux et de sortir quand tu le veux. Vous savez ça, il n'y a pas de débat. Nous savons pertinemment, madame, que notre Congo est sous occupation, avec la complicité des autorités en place, c'est-à-dire le régime Kabila et suite. Nous savons de plus que, contrairement à ce que les gens pensent, qu'à l'est du pays, les problèmes se situent au niveau de la balkanisation. Ce n'est pas le point de vue de la troisième voie. Parce que balkaniser veut dire scinder les territoires d'un État à plusieurs territoires qui deviennent des États autonomes. Or, l'aventure à l'est du pays, comme dans d'autres frontières de la RDC, il ne s'agit pas de couper les parties de nos territoires pour en faire de nouveaux États. Non, la troisième voie révèle un complot de conquête et annexion des espaces congolais dans les pays voisins. Parce que si on nous dit qu'on veut créer un pays Tutiland ou empire Imatuti, ce pays ne sera pas un troisième État à côté du Rwanda et de la RDC. Il est question de couper les espaces congolais et les annexer aux pays voisins. Donc il n'y a pas tentative de balkanisation, il y a plutôt tentative de couper les parties du Congo et les annexer dans les pays voisins, à l'occurrence l'Ouganda, le Rwanda et suite. Preuve, Museveni, qui est aujourd'hui président de cette aventure, a organisé des incursions dans notre territoire et a récupéré plus de 200 km de notre pays. On n'en parle pas. Vous connaissez ce qui s'est passé à Kayemba, dossier enterré. Vous connaissez ce qui s'est passé à la frontière avec la Tanzanie. Vous connaissez ce qui s'est passé dans le Bas-Congo.
Tout ça, on ne veut pas prendre ces portions de terre pour en faire de nouveaux États. Non, on veut récupérer ces terres pour les annexer dans d'autres pays. Et le gouvernement a utilisé des éléments affectifs qui ont fini par distraire l'élite congolaise. Ils ont utilisé le mot agression pour que nous puissions penser que le problème c'est le Rwanda, alors que celui qui nous agresse c'est notre propre gouvernement, qui est l'allié potentiel du M23 et du Rwanda. Il faut que tous les Congolais se rendent à l'évidence. Comment? Vous avez vu, on nous a planté un décor ici, avec les opérations conjointes qui ont coûté le départ de Kamere, la chambre basse, que les Rwandais sont rentrés bien et bien chez eux. Mais on ne nous a pas dit, ils sont venus au nombre de combien, pour prétendre rentrer au nombre de combien. Et lorsque James vient dire, Kabarebe vient dire que non, il va retirer ces éléments chez nous, c'est alors que le gouvernement va passer pour mentir. C'était un accord d'État, on ne pouvait pas dire à tout le monde. Mais l'accord secret n'échappe pas au compteur des institutions. Moi je suis politologue, je suis licencié en sciences politiques. À travers le monde entier, il n'y a que les politologues qui ont comme objet d'étude le fonctionnement de l'État. Ensuite, il ne peut comprendre comment l'État fonctionne que celui qui a été déjà dans le pouvoir, même s'il n'a pas fait les sciences politiques, le droit, la philosophie. Quand on parle de pouvoir du contrat social, dans l'État, il y a combien de pouvoirs? Il y a le pouvoir législatif, le Parlement, il y a le pouvoir exécutif, le gouvernement, et il y a le pouvoir judiciaire. Et l'article 68 de la Constitution éclate ces trois pouvoirs en 4 organes chez nous. Il y a l'institution président, il y a l'institution parlement, il y a l'institution cours et tribunaux et l'institution gouvernement. Lorsqu'on parle secret d'État ou accord secret, c'est aucun secret d'État ne peut échapper au contrôle des institutions majeures. On peut dire secret d'État par rapport à l'opinion nationale ou internationale, mais on ne peut pas parler de secret ou accord d'État secret qui ne concerne que les chefs de l'État avec le président de l'Assemblée nationale et qui ne concerne pas un organe approprié de l'État. Lorsque Makila, député national de son État, qualifie le comportement de Kabila de haute trahison et que souhaite qu'il y ait tenu d'un congrès pour la mise en accusation du chef de l'État en matière de la trahison. Si Makila, étant dans un organe qui constitue le pouvoir spécial de l'État, l'un des pouvoirs spéciaux de l'État, s'il était informé, il n'aurait pas dit tout ce qu'il a dit là. C'est pour vous dire, madame, que le vrai problème à l'est du pays, c'est que ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le M23, c'est notre gouvernement. Et lorsque tous les Congolais vont comprendre que c'est le gouvernement qui nous maltraite, je vous pose la question. L'article 85 de la Constitution dit ceci, que lorsque des circonstances graves menacent le territoire national et qu'il y a rupture dans le fonctionnement harmonieux de l'État, le président de la République doit déclarer la guerre après conseil des ministres et consultation des deux chambres du Parlement, et il doit informer à la nation de quoi s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit d'un état de siège ou bien il s'agit d'un état d'urgence? Aujourd'hui, vous voyez l'armée en train de recruter des jeunes pour aller combattre. Mais vous allez combattre alors que vous ne dites pas, conformément à la Constitution, de quoi s'agit-il? Pourquoi Kabila a-t-il peur de déclarer la guerre en fait de nous dire clairement de quoi s'agit-il à l'est du pays? Pourquoi, pendant que nous sommes en train de perdre des localités, nous sommes en train de perdre des villages, pourquoi on ne trouve pas les ministres ayant la défense et la sécurité dans leurs attributions inquiétées? Les responsables de la sécurité, tant militaires que civils, sont toujours stables dans leurs fonctions. Ça veut dire quoi? Complicité. Alors de plus, madame, les résolutions de ces sommets, Museveni est chargé de contacter toutes les parties en conflit. Et un cessez-le-feu est décrété d'avance, madame. Le gouvernement dit qu'il ne peut jamais négocier avec M23. Et cessez-le-feu que le président de la République Kabila a accepté signifie quoi? Lorsqu'on dit cessez-le-feu, ça veut dire qu'il y a négociation. Parce qu'ils savent que nous, les Congolais, nous ne connaissons pas ces Rwandais qui soient associés à cette aventure. Lorsqu'ils vont venir ici, ils vont partager les grades militaires et les postes politiques et ils vont nommer les gens que nous ne connaissons pas, qu'ils soient du Rwanda, qu'ils soient de la République démocratique du Congo. C'est ça le vrai problème. En plus, on dit que cette force neutre pourrait être installée dans 3 mois. Et pendant ces 3 mois, les Congolais doivent continuer à mourir.
En plus, il se pose un problème de moyens. Et oui, chers internautes, comprenez, c'est un grand ténor de la troisième voie qui se déchaîne. Mais je voudrais un peu changer des registres pour parler du commerce. Vous savez qu'on a donné un délai de 3 mois aux importateurs, aux producteurs et aux exportateurs de produits matières non biodégradables, communément appelés sachets, d'arrêter avec ces commerces sous prétexte que le sachet salisse la ville, sans tenir compte de taux de chômage, de personnel qui iront au chômage. Alors comment avez-vous accueilli ce message? Madame, nous au niveau de la troisième voie, nous disons que le Congo a un problème d'homme. Ce n'est pas le pays qui est sale, c'est l'homme qui est sale. Donc si l'homme devient propre, son corps est propre, son milieu est aussi propre. C'est à tort et à travers qu'on parle des sachets comme problème. Ce n'est pas le sachet qui est le problème, c'est la gestion qui est calamiteuse, c'est la gestion qui est méchante. Une fois que nous améliorons l'homme, sa gestion, sa culture, et donc le pays sera propre. C'est pourquoi nous disons que si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Et ce qui est encore dangereux, c'est que lorsque nous prenons des mesures comme ça, on ne sait pas mesurer les dégâts ou les conséquences qui peuvent en découler. Dans ces entreprises-là, pendant que l'État n'est pas en train de créer d'emplois, il y a quand même des privés qui se démènent pour créer de l'emploi pour les Congolais et même les expatriés qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie. Maintenant, on décide un certain matin qu'on doit arrêter ça, on ne sait pas voir les conséquences. Comme un jour, j'ai vu, on vient enlever le marché du rail là sur 24. Et moi, je pose la question, mais il y avait quand même des recettes de l'État dans ces marchés. Et lorsqu'on a décidé d'enlever ces marchés-là, est-ce qu'on a calculé les manques à gagner que l'État tentait d'enregistrer par rapport aux recettes qui sortaient de ces marchés-là? Donc, nous ici, dans notre pays, nous faisons l'aventurisme politique. Donc, on veut plaire aux chefs, on veut faire l'impression, ce sont des ministres, des médias, des corps, des presse et consorts, mais dans le fond de l'action politique, la population ne se retrouve pas. Trop, c'est trop. Et on a parlé de la troisième voie. Certainement, vous posez la question de savoir c'est quoi la troisième voie. Fumu Toto, pouvez-vous nous dire c'est quoi votre parti politique, quel est exactement son nom et d'où provient les financements avec lesquels votre parti politique vit? Et pouvez-vous aussi nous dire qui est en fait le président de votre parti politique et c'est quoi, vous prenez quoi, quelle est votre en fait, idéologie, si on peut le dire comme ça? Il faut d'abord préciser que la troisième voie est un courant de pensée qui vient en troisième position avec le socialisme et le libéralisme, le passéisme et le mimétisme. Ça, c'est du point de vue idéologique. Du point de vue idéologique, nous sommes un parti libérationniste. Ça veut dire que nous venons de créer une troisième idéologie aux côtés de ce qui est des deux idéologies qui ont existé. Quelle est la spécificité de cette idéologie? Le libéralisme parle de l'État qui doit laisser le libre entreprise, la libre pensée et le libre marché au privé. Le socialisme voit l'État qui prend tout le marché et les moyens de production entre ses mains. Nous disons qu'il ne faut pas opposer l'État et le privé. Il faut plutôt opposer les problèmes et la réponse. C'est pourquoi nous parlons du verbe libérer. Donc, comme nous sommes un pays sous-développé, ce qui nous importe, nous, c'est quelle est l'idéologie qui peut nous permettre de nous libérer du sous-développement. Et dans cette libération du sous-développement, nous pouvons travailler avec les secteurs publics, avec les secteurs privés ou avec les secteurs mixtes. Notre parti est intitulé « Parti du pouvoir pour... parti du pouvoir pour la bonne gouvernance. Mais maintenant, il ne faut pas que les gens pensent que non, le parti du pouvoir, ça veut dire le parti de la majorité. Non. Dans un État, contrairement à ceux qui nous ont précédés, il y a 4 pouvoirs. Il y a le pouvoir populaire, d'où vient le référendum et les élections. C'est un pouvoir. C'est ça la notion de la démocratie. Pouvoir par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la troisième voie. Deuxièmement, il y a le pouvoir institutionnel qu'on appelle le pouvoir d'État conformément au contrat social. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. Ce sont les pouvoirs des institutions. C'est là que nous pouvons parler de la révision de la loi, de l'amendement de la loi, sans passer par le référendum qui est le pouvoir populaire. Et nous avons, troisièmement, le pouvoir charismatique, qui est ce que nous appelons le pouvoir fumocratique, c'est-à-dire les individus qui incarnent des idées et qui permettent que les autres les suivent, les leaders. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des hommes qui incarnent le pouvoir. Et enfin, il y a le pouvoir diplomatique qui est basé sur les accords et traités internationaux.
Et quand nous disons parti du pouvoir, ça veut dire nous voulons reconnaître la valeur juste de la démocratie, nous voulons reconnaître la valeur juste des institutions avec leur pouvoir, nous voulons les institutions fortes et non les hommes forts, et nous voulons ensuite reconnaître la démocratie, ça veut dire nous ne voulons pas confisquer aux vrais leaders le pouvoir au profit des gens qui n'ont jamais exercé un leadership palpable, mais qui deviennent des chefs de l'État, des ministres, et même pour s'exprimer, ça pose problème. Il faudra que notre pouvoir populaire coïncide avec le pouvoir charismatique des leaders, les gens dans lesquels le peuple se retrouve. Et enfin, nous voulons aussi être un parti diplomatique qui veut gérer le Congo avec les standards internationaux. Voilà pourquoi nous disons parti du pouvoir. De plus, même par rapport au contrat social, lorsqu'on dit le pouvoir, même l'opposition exerce une partie du pouvoir parce que la minorité parlementaire est dans un pouvoir législatif. Maintenant, nous disons partie du pouvoir pour la bonne gouvernance, DPB, c'est ça le nom de notre parti. Moi, encore poser la question, d'où est-ce que vous aurez le financement pour amener ce parti à bon port? Mais c'est ça aussi l'erreur des Congolais. Les partis politiques n'est pas un regroupement de personnes ou de finances. Les partis politiques sont fondés sur les idées, les valeurs et les couleurs. Ce sont les gens qui acceptent ces idéaux-là qui doivent financer pour que le parti aille de l'avant. Nous ne pouvons plus créer les partis des hommes. Nous devons créer les partis des valeurs et le leadership est exercé par les gens qui incarnent ces valeurs. Voilà pourquoi j'ai refusé, moi, Fumutot, d'être premier président de ce parti. J'ai dit, j'ai amené les idées, je propose un parti. Mais spécifiquement, nous disons ceci, pour que nous puissions nous développer, il faut qu'il y ait une synergie entre la diaspora et nous qui sommes restés au pays. Parce qu'il y avait des erreurs. Il y a des gens de la diaspora qui pensent qu'ils maîtrisent les choses plus que nous, c'est une erreur. Il y a aussi des gens qui pensent qu'ils maîtrisent, ils sont restés au pays, ils maîtrisent les choses plus que la diaspora, c'est une erreur. Le Congo ne peut se développer qu'avec une absolue synergie entre ceux qui ont quitté le pays, qui voient les expériences ailleurs, et nous qui sommes restés au pays. Voilà pourquoi nous avons fait l'innovation. Comme c'est un parti des idées, notre parti est un parti idéologique, national et diplomatique. Comme c'est un parti dont le leadership est fondé sur les idées, les valeurs, voilà, nous lançons l'appel, nous disons, qui à l'étranger ou au pays a des ambitions et est capable de devenir président du nouveau parti, la troisième voie. En ce moment, moi, Fumutot, j'ai resté simple secrétaire national chargé de l'idéologie, c'est-à-dire je vais animer seulement les conférences de la nouvelle voie. Mais je ne serai pas le premier président. Je voudrais voir quelqu'un d'autre gérer ce parti et moi, je voudrais me voir moi-même gérer dans ce parti. Quant aux moyens de financement, on nous demande pour l'enregistrement ici 5 500 $. J'ai dit ici que nous n'allons pas accepter qu'une seule personne donne 5 500 $. Pourquoi? Nous avons trouvé que dans les partis africains, c'est toujours ceux qui donnent plus l'argent et qui prennent en charge les partis, qui deviennent le patron absolu de ce parti. Nous voulons que chacun de nous donne $1, $10, $100, $500 et que la somme soit la conséquence de la contribution de tout le monde. Et une fois que tout le monde a participé, une fois tout le monde a le pouvoir. Et nous voulons aussi innover en disant que la liste des fondateurs ou des cofondateurs va rester ouverte pour une durée indéterminée, de telle façon que les premiers fondateurs n'aient pas le dessus de dérailler ces partis. Ce sont autant d'innovations que nous avons apportées. Et spécifiquement, nous voulons que la première personnalité de ces partis soit de la diaspora, mais pas de la diaspora des pays pauvres. Il faut que ce soit quelqu'un de la diaspora des pays développés pour qu'il puisse nous aider à copier l'exemple des maîtres du monde. Ça veut dire, justement, il faut que le président de ce parti soit de la France, je dis de l'Europe développée ou de l'Amérique. Il ne peut pas être de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas développer le Congo sans copier les modèles des pays développés. Il faudra que la deuxième personnalité soit ici présente au Congo pour nous assurer la proximité. Et nous demandons donc à tous ceux qui aiment la troisième voie, les idées de Fumutot, nous vous disons que ces idées, nous ne pouvons pas les exercer dans des partis politiques préexistants. On ne donnera jamais la chance d'émerger. Comme vous aimez ces partis, vous pouvez toujours nous contacter au 09 98 10 99 05 09 98 10 99 05 ou bien dans notre boîte email troisième voie, toutes les lettres en minuscules, la voie s'avère qui
la voix de Nzela, pas la voix de tout ça, vous pouvez nous contacter pour prendre notre numéro de compte et vous pouvez contribuer pour l'émergence de ces partis. C'est avec ces partis que nous allons nous présenter en 2016. Et il faudra qu'avant 2016, nous puissions restaurer l'État congolais. Parce que si nous ne restaurons pas l'État avec ses fonctions, même le parti est inutile parce qu'on va toujours triquer les élections. Et voilà, donc l'appel est lancé aux gens de la diaspora. Donc à la question de savoir qui est le président de ce parti, il a répondu donc le poste est vacant. Alors il a appelé les personnes de la diaspora, il a demandé les pays développés, donc la France et l'Amérique. Donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas à l'appeler au numéro qu'il vient de donner tout à l'heure. Alors Starling, pour terminer. Merci Madame Gudil, merci à toi Fumutoto d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous tous qui avez été connectés sur Congo Mikili. Vous avez compris, nous sommes en train de boucler cet entretien. Grand merci à toi Bobo Ministre derrière la caméra. Grand merci à Making au montage. Au revoir et au prochain numéro.